Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Il demande à ce que les discussions s'ouvrent dès cette semaine. Les syndicats du monde de l'éducation attendent des actes du nouveau ministre Pap Ndiaye. Après une première rencontre mercredi dernier, dans quel état d'esprit sont-ils? On en parle dans un instant avec notre invité. Réaliser un bilan de compétences de nos élèves pour suivre leur évolution, c'est la mission de l'application Prime School. Son fondateur sera avec nous en deuxième partie d'émission. Enfin, ce sera l'heure de remonter le temps grâce à Loïc Landreau. Cette semaine, il nous parlera d'éducation sexuelle à l'école, l'occasion de constater que depuis bien longtemps, parler d'intimité n'a rien de naturel. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité éducation avec Mickaël Dorian. Mickaël, on commence avec un rapport alarmant sur l'illettrisme chez les jeunes en France. Oui, un rapport rédigé par l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche qui vient d'être publié. Il indique que 10% des jeunes de 16 ans éprouvent de fortes difficultés en lecture et que pire encore, 5% des jeunes de 16 ans sont en situation d'illettrisme. Ça fait un jeune sur 20. Les mathématiques peuvent-elles faire leur retour dans le tronc commun dès la rentrée de septembre? La question revient sur le tapis. Question qui était restée en suspens entre la réélection d'Emmanuel Macron et la formation du nouveau gouvernement. Pour rappel, l'engagement avait été pris par le président de la République puis confirmé par Jean-Michel Blanquer. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a toujours aucune décision officielle à ce sujet, alors que les élèves de seconde font en ce moment même leur choix de spécialité pour l'année prochaine. Alors que dit Pap Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale? Il reste flou sur le calendrier. Selon lui, le retour des mathématiques dans le tronc commun est acté, mais pour quand? Ça, il ne le précise pas encore. Le réseau Éducation sans frontières met en ligne une pétition pour soutenir une AESH menacée d'expulsion. Elle s'appelle Fulmatou Yula. Elle vit en France depuis près de 11 ans et est AESH dans le 94 depuis 2018. La sous-préfecture de Nogent-sur-Marne refuse de lui renouveler son titre de séjour et lui inflige aujourd'hui une obligation de quitter le territoire. Pourtant, Fulmatou Yula travaille. Elle est même indispensable pour les enfants en situation de handicap qu'elle accompagne. Mais problème, on lui reproche de ne pas être au SMIC et de ne pas être à temps plein. Le renouvellement n'est donc pas possible pour une travailleuse précaire et mal payée. À l'heure actuelle, la pétition a recueilli près de 1150 signatures. Dans l'actualité également, une étude réalisée par Opinionway et l'ONG Plan International France sur l'impact des règles sur le quotidien des jeunes filles. Et notamment sur leur scolarisation. C'est une étude réalisée à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. C'était samedi. On apprend par exemple qu'en France, une jeune fille sur deux a déjà manqué l'école à cause de ces règles, ou que pire encore, les règles contribuent à une discrimination sexiste. 35% des filles interrogées disent qu'elles ou une de leurs proches a déjà subi des moqueries ou des humiliations à cause des menstruations. On termine, Mickaël, avec le prix Goncourt des lycéens. Les inscriptions des classes sont ouvertes, c'est jusqu'au 12 juin. Ce prix permet aux élèves d'une cinquantaine de classes de découvrir et lire l'intégralité des romans figurant dans la sélection de l'Académie Goncourt. Les lycéens ont 2 mois pour les lire avec l'aide des enseignants, à l'issue de quoi les classes présentent leur tiercé de livres gagnants lors de délibérations régionales. Une finale se tient ensuite à Rennes où le prix Goncourt des lycéens est proclamé et rendu public. Merci Mickaël pour ces infos. Les syndicats ont rencontré pour la première fois leur nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. On en parle tout de suite dans le Grand JT. Je suis ravie d'accueillir Jean-Rémy Girard sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du SNALC, vous êtes un habitué évidemment du Grand JT. C'est toujours un plaisir. Écoutez, pour nous aussi. Je rappelle que le SNALC, c'est le syndicat de tous les personnels de l'éducation nationale. Alors vous avez rencontré Pap Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation, la semaine dernière. Déjà, quelle est la première impression que vous avez eue? On sent qu'il y a une volonté, j'allais dire, d'éteindre l'incendie qu'avait allumé Jean-Michel Blanquer pendant le quinquennat et surtout à la fin, à la toute fin, où il y avait quand même des relations de tension très très fortes, on va dire. Et là, on était plus dans l'idée de l'importance de l'enseignant, la reconnaissance de la crise, la reconnaissance du fait qu'il y a un problème de rémunération. Voilà, il y a quelque chose. Une volonté d'apaisement, en tout cas dans le discours. Maintenant, la question, c'est de savoir comment ça se traduit en actes
très concret et de voir quelle est sa marge de manœuvre, j'allais presque dire personnelle, à lui aussi. C'était pas la même chose, en fait, quand est arrivé Jean-Michel Blanquer au tout début. Il n'y avait pas une volonté d'apaisement parce que déjà le personnel de l'éducation était déjà un peu nerveux, enfin un peu énervé ou nerveux, ça m'a fait énerveux comme terme. Non, mais déjà inquiet en fait. Oui, alors en fait on est quand même dans une crise dans l'éducation nationale depuis maintenant un petit moment. Donc effectivement quand un ministre arrive, il a tendance à essayer de partir sur de bonnes bases relationnelles. Maintenant, une fois encore, c'est la question de savoir si l'éducation est réellement une priorité, si on va réellement faire des choses pour améliorer les conditions de travail, et pas que des personnels, des élèves aussi, parce que les deux vont ensemble de toute façon. Et les parents aussi d'ailleurs. Voilà. Et permettre effectivement que nos métiers, celui d'enseignant, mais celui d'accompagnant d'élèves en situation de handicap aussi, deviennent des métiers réellement attractifs ou redeviennent des métiers réellement attractifs. Ma question, parce que je rebondis sur ce que vous avez dit auparavant, vous dites que Jean-Michel Blanquer a allumé un certain feu. Est-ce que réellement c'est Jean-Michel Blanquer qui a réellement allumé ce certain feu, ou est-ce que ça fait quand même une éternité, parce que ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, on le dit à chaque fois, c'est une quotidienne cette émission, on reçoit beaucoup de monde, vous êtes venu plusieurs fois et vous nous le dites depuis longtemps, ces réformes, ça fait longtemps qu'il faut les faire, il faut repenser l'école. Est-ce que réellement Jean-Michel Blanquer a allumé cette flamme par manque de dialogue, manque de concertation avec le personnel de l'éducation nationale, ou est-ce que c'est la succession de toutes ces réformes depuis 20 ans ou 30 ans qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui? Il y a les deux. Il y a un côté où effectivement on réforme de plus en plus les réformes du prédécesseur. Ça, c'est un phénomène très net. Il suffit de voir... Ce sera le cas aussi là. Ce sera encore une réforme de la réforme. Possiblement. Ensuite, ça dépend. Là, c'est la même majorité, donc il peut peut-être au contraire y avoir une forme de continuité. Ça peut être inquiétant aussi, ça dépend comment c'est fait. Mais on peut voir par exemple un exemple très simple, les programmes scolaires, qui sont des objets qui sont assez faciles à étudier, eh bien, leur durée de vie est de plus en plus courte. Donc, tous les 2 ministres, j'allais dire, on a une réforme du collège ou une réforme du lycée, ou une réforme des rythmes scolaires au primaire, etc. Donc, effectivement, c'est une des sources de l'épuisement, parce que tout ça, ça va avec des réunions en plus, des organisations, on met en place un dispositif, les inspecteurs viennent vous vendre le dispositif comme étant révolutionnaire. 3 ans après, on arrête le dispositif révolutionnaire. 2 ans après, on vous fait un nouveau dispositif révolutionnaire que les inspecteurs viennent vous vendre une nouvelle fois. Et effectivement, ça fait partie de l'épuisement. Ensuite, Jean-Michel Blanquer, j'allais dire, avait quand même une part de personnalité à lui, qui a été très très compliquée. Je veux dire, c'est rare que les personnels de l'éducation nationale en fin de mandat soient forcément très amènes envers leur ministre, mais nous on a constaté qu'avec Jean-Michel Blanquer, ça atteignait des niveaux qui étaient bien supérieurs aux ministres précédents en termes d'inimitié ou de colère. Oui. Alors, c'est la même majorité, effectivement, c'est La République En Marche, c'est Macron, c'est... nouveau groupe maintenant, donc c'est une continuité. Et en même temps, on l'a dit dès le départ, la nomination de Papa Ndiaye, on l'a dit en rupture avec effectivement le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et avec le ministère de Jean-Michel Blanquer. Donc pour vous, continuité ou pas? Pour nous, la question, c'est de savoir si c'est symbolique ou s'il va y avoir du fond derrière. Parce qu'on voit bien, je pense, l'idée politique derrière, elle est quand même très claire. Jean-Michel Blanquer, il était très très d'un côté, Papa Ndiaye, et effectivement peut-être en termes de ce qu'il symbole, de son symbole, de ce qu'il représente, des sujets qu'il traitait en tant qu'universitaire également, et probablement pas tout à fait sur la même ligne que Jean-Michel Blanquer. Donc il y a cette idée-là. Alors mettons des mots sur ces phrases, parce que vous êtes trop large. C'est-à-dire, je ne pense pas que Papa... Parler de laïcité par exemple. Oui, je ne pense pas que Papa Ndiaye irait parler de l'islamo-gauchisme à l'université comme ça de but en blanc, par exemple. Ça me paraît assez compliqué vu la personne et vu le parcours. Donc je crois qu'il y a une sorte de symbole, très clairement, dans cette nomination, et de symbole politique. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est juste pour faire joli? Et dans ces cas-là, ce sera joli, mais ça ne va peut-être pas durer longtemps. Ou est-ce que, derrière, il y a une réelle volonté d'essayer de faire une réconciliation avec le monde enseignant, avec le monde de l'éducation nationale, parce qu'une fois encore, on a du mal à trouver des gens, on a du mal à motiver ceux qui sont de rester. Nous, on fait des colloques réguliers sur comment on peut partir de l'éducation nationale au SNALC, et ils rencontrent un succès croissant. Donc c'est aussi ça. Il n'y a pas que la difficulté d'attirer les nouveaux, il y a la difficulté aussi de garder les anciens et de faire qu'ils ne finissent pas en dépression, en burn-out ou en reconversion. Sans prêcher pour le ministre de l'Éducation nationale, est-ce que finalement la difficulté dans ce rôle de ministre de l'Éducation, c'est pas de trouver le juste milieu entre la continuité
et le fait de ne pas accumuler les réformes, en fait. Parce que quand on discute avec les syndicats, quand on discute avec vous, on a l'impression qu'on ne veut pas de cette continuité de la politique Blanquer, mais en même temps, on ne veut pas accumuler les réformes de réformes. Je crois qu'il y a eu une évolution, y compris au niveau des revendications des syndicats représentatifs. Nous, au SNALC, on l'a vu assez tôt. C'est qu'il y a eu toute une époque où on était plutôt sur des sortes de débats pédagogiques. Vous voyez, les méthodes de lecture, le cours magistral, les trucs comme ça. On était beaucoup autour de ça. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment sur les questions de structure, de gestion des ressources humaines. Et en fait, nous, on n'est pas en train de demander, même si on pense que la réforme du lycée, là, il faut quand même la revoir, c'est le bazar. J'étais encore dans mon établissement, là, on en parlait entre collègues. C'est d'une complexité sans nom et les élèves sont paumés dedans. Mais je crois que ce que veulent les collègues, c'est pas une énième réforme du collège, du lycée. C'est vraiment qu'on les laisse un peu tranquilles et qu'on améliore leur quotidien. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, la priorité, et nous, on interroge nos adhérents très régulièrement au SNALC là-dessus, la priorité, c'est 1, la rémunération, 2, les conditions de travail. Les questions pédagogiques, aujourd'hui, n'arrivent qu'après. Ce n'était pas forcément le cas il y a 20 ans, ça. Alors, parlons-en justement des priorités. La rémunération, donc le salaire des profs et du personnel de l'éducation dans son ensemble, quelle va être sa position réelle? Qu'est-ce que vous avez ressenti au cours de la discussion? Alors, on en a parlé très clairement, c'était de toute façon notre point de départ, j'allais dire, c'est le premier sujet qu'on a abordé. On voit qu'il y a quand même les paroles du président de la République qui ont été tenues pendant la campagne électorale qui pèsent aussi dans les échanges qu'on a commencé à avoir. La difficulté qu'on a repérée tout de suite, c'est ce fameux pacte dont a parlé Emmanuel Macron, c'est-à-dire vous aurez une rémunération supplémentaire si vous acceptez de signer un pacte qui vous impose des missions supplémentaires. Donc ça veut dire qu'on travaille plus pour gagner plus? C'est exactement ça, c'est travailler plus pour gagner plus, mais fait différemment, dit autrement. Pap Ndiaye en a parlé, il a parlé de conditionnalité, et il a dit qu'il y aurait une partie sous forme de cette condition, et une autre partie qui ne serait pas sous forme de cette condition. Maintenant, on n'a aucun engagement. Mais donc ce n'est pas de la revalorisation, en fait. Ah bah, la partie travailler plus pour gagner plus et pacte, ce n'est pas de la revalorisation. Nous, on n'appelle pas ça une revalorisation. Ben non, on clairement appelle ça pas. une entourloupe. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que si on travaille plus, c'est normal qu'on soit plus payé. Ça n'a rien d'étonnant. Ça s'appelle les heures supplémentaires, les indemnités pour missions particulières. C'est des choses qui existent, qui sont plus difficiles dans le premier degré que dans le second degré, où il y a moins de possibilités de travailler plus pour gagner plus. Enfin, les collègues travaillent beaucoup et ne gagnent pas beaucoup. En revanche, nous, ce qu'on attend de voir, c'est quel est le chiffre sur la partie non conditionnée, c'est-à-dire sur la vraie partie de revalorisation, et surtout, est-ce que ça s'applique à tout le monde? Parce qu'à un moment, il y a eu un focus sur les débuts de carrière qui a été fait par Jean-Michel Blanquer et qui a été repris par Pap Ndiaye. Les débuts de carrière, c'est une chose, effectivement, c'est pas extraordinairement bien payé. Alors l'année de stage, c'est une catastrophe, ensuite ça s'améliore un peu. Mais aujourd'hui, par rapport à l'OCDE, le plus grand écart, c'est pas sur les débuts de carrière, c'est sur les milieux de carrière. Et ça fait quand même des dizaines d'années maintenant qu'on ne fait rien sur cette sorte de ventre mou de l'éducation nationale qui est celui où il y a le plus grand nombre d'agents. Parce que où les échelons de la grille s'allongent, en fait, on reste au même échelon, c'est la fonction publique pendant de plus en plus longtemps, au fur et à mesure qu'on progresse, et on en arrive à un point où le début de carrière va être quasiment payé autant que 20 ans après. Mais alors, conditionné par quoi? Quelles sont les conditions proposées ou imposées dont a parlé le ministre? Alors, le ministre n'a pas apporté trop de précision sur ce point. Il a juste dit que ce serait conditionné. Il a juste dit qu'il y avait une partie conditionnée et qu'en gros, ça renvoie aux propos d'Emmanuel Macron sur ce fameux pacte qui serait, de ce qu'on nous avait dit pendant la campagne électorale, parce qu'on a vu des échanges sur le sujet, qui serait au choix pour les enseignants déjà en poste, c'est-à-dire vous avez la possibilité de signer ou de ne pas signer, en tout cas ça nous a été présenté comme ça, mais qui en revanche serait imposé aux nouveaux enseignants, à ceux qui rentrent dans la carrière. Mais alors, c'est quand même le problème de l'attractivité de ce métier-là. C'est-à-dire qu'on a à la fois, effectivement, des profs qui sont harassés, fatigués, exsangues par le Covid, par toute cette période dramatique qu'on a vécue, par la guerre et par plein d'autres choses. Mais il y a aussi ces problèmes de dialogue terribles et donc de l'image du prof aussi, de cette non-considération, le fait que les salaires ne soient pas clairement identifiés comme problématiques, comme la priorité dès le démarrage de son mandat de ministre. Comment vous le percevez en tant que SNALC, donc syndicat national des personnels de l'éducation? Pour nous, c'est un problème parce que c'est la priorité. C'est-à-dire, si on ne fait pas ça, on ne fait rien d'autre. Donc, dès votre arrivée, dès votre premier rendez-vous, vous vous êtes dit, il y a un problème? On s'est dit, il y a un problème sur cette partie, très clairement, de
conditionner une partie de la revalorisation, avec des guillemets, à des missions supplémentaires. Je veux dire, je ne connais pas un autre métier, un autre domaine dans l'État où il y ait une crise de recrutement comme on connaît chez nous et où la réponse soit « mais si vous faites des trucs en plus, on vous payera plus ». Enfin, ça n'existe nulle part ailleurs, hein, quand même. Ça, c'est un problème. En revanche, Pap Ndiaye l'a quand même dit au début, il a dit « oui, il y a un problème de rémunération ». Oui, parce que je cite, oui. a affirmé sa conviction qu'il faut s'attaquer vivement à l'attractivité de nos métiers. Tout à fait. Maintenant, la question, c'est comment ça se traduit. Parce que si ça se traduit par, j'allais dire, finalement une reprise texto de ce qu'Emmanuel Macron disait pendant sa campagne électorale sur ce fameux pacte et sur le fait que pendant le Covid, il y avait des enseignants qui étaient très très motivés, puis d'autres qui foutaient pas grand-chose, hein, il l'a quand même à peu près dit comme ça, ça va pas être facile, hein, très clairement. Et ça risque pas de partir sur de très bonnes bases. C'est pour ça que c'est important de voir s'il a une marge de manœuvre et s'il peut aussi gagner des arbitrages budgétaires. Parce que c'est aussi ça, c'est pas l'éducation nationale qui tient les cordons de la bourse. Nickel. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est qu'il semblait que cette histoire de pacte avait été abandonnée sur la fin de la campagne d'Emmanuel Macron, où il avait dit justement qu'il y aurait une rémunération pour tous les profs et sans condition. Alors nous, dès le lendemain, on a vu fleurir des précisions par rapport au discours d'Emmanuel Macron et aux propos qu'il a tenus, nuançant effectivement ce qui avait été dit, en disant que ce serait une partie qui serait donc conditionnée, ce qui est déjà mieux qu'aucune partie, hein, on est d'accord, et que ce serait peut-être pas pour tout le monde, et que ce serait 10% ou peut-être pas 10%, et peut-être en prenant en compte les primes d'attractivité qui ont eu lieu sous le quinquennat Blanquer. Enfin, je tiens à rappeler quand même, je tiens à rappeler quand même qu'on est dans une période d'inflation assez galopante et qu'à partir du moment où on n'augmente pas la rémunération, ça veut dire qu'en fait le pouvoir d'achat diminue, hein, pour tout le monde. À vous écouter, vous n'êtes pas du tout convaincu, clairement sur ce point-là en tout cas. Non, on n'est absolument pas convaincu. Ce que l'on dit, c'est on n'en tient pas rigueur au nouveau ministre lui-même. Je veux dire, il débarque, il découvre les dossiers, il ne connaît pas spécifiquement l'éducation nationale et ses rouages, et Dieu sait qu'il y a des rouages dans l'éducation nationale, c'est le premier employeur de France. Voilà. Nous, la question, c'est effectivement plutôt de savoir quelle est la politique qui va être menée derrière, et est-ce que le ministre aura des mots à dire pour essayer de l'infléchir. Premier effectivement point, donc c'est la revalorisation. Premier poste, effectivement, à pouvoir celui des profs, mais il manque de professeurs. On parle beaucoup de la formation aussi des profs. Comment on va faire? Est-ce que l'année 2022-2023 va être une année blanche, c'est-à-dire qu'il va manquer de profs de manière certaine et on ne pourra pas finalement pallier à ce problème-là? Alors, on manque déjà de professeurs. C'est pas en fait quelque chose qui va se découvrir sur la rentrée prochaine. Il y a déjà des difficultés depuis longtemps structurelles dans certaines disciplines. Et Jean-Michel Blanquer s'était attelé a priori à ce problème-là, sauf que rien vu. Ça n'a pas marché, tous les postes n'ont pas été pourvus au concours depuis plusieurs années. Oui. Donc la rentrée de septembre 2022, il se passe quoi? Eh bien, soit on trouve beaucoup de professeurs contractuels qui n'ont pas le concours, donc, et qui acceptent de venir devant les élèves sur condition de diplôme uniquement et à peu près sans formation. Et dans ces cas-là, les élèves auront des gens devant eux. Voilà. Et un certain nombre, d'ailleurs, restent ensuite dans le système et passent en CDI. Histoire de rassurer les parents, c'est ça? Et de pouvoir faire démontrer par les chefs d'établissement qu'ils ont des profs pour leurs élèves, c'est ça? Alors, c'est l'essentiel, effectivement, en termes d'affichage. Après, c'est pas parce qu'un professeur est contractuel que c'est un mauvais professeur. Bien sûr. Maintenant, il n'est pas mis dans les bonnes conditions pour enseigner, ça c'est très clair. Donc soit on arrive à trouver beaucoup de monde dans certaines disciplines, ou aussi chez les professeurs des écoles, ça c'est nouveau. Hein. Les professeurs des écoles, on avait du mal à recruter sur l'Académie de Versailles et l'Académie de Créteil, c'était devenu structurel. Là, cette année, ça ne va pas être que Versailles et Créteil, c'est déjà Paris aussi, c'est pas impossible que d'autres académies soient en difficulté. Soit on ne les trouve pas, et effectivement, ça va être compliqué, et va se produire plus fréquemment ce qui se produit déjà dans certains établissements, c'est-à-dire des élèves qui n'ont pas cours de telle discipline pendant 1 mois, 2 mois. Ça arrive, en technologie par exemple, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Sur telle discipline, dans tel endroit, on ne trouve personne et il n'y a personne. Alors les maths. Problème avec les maths, on l'a dit aussi très souvent ici, on a parlé des maths à nouveau dans le tronc commun, c'est-à-dire on va partir à 3h30 dans l'espace scientifique et maths, c'est ça? C'est l'idée. C'est l'idée. Est-ce que ça reste une idée? Est-ce que vous en avez parlé ensemble avec le ministre? Alors on en a parlé, c'était dans son cahier des charges, de toute façon c'était le dossier le plus urgent en termes de calendrier, et puis de toute façon nous aussi, c'était un dossier très urgent. C'est les savoirs fondamentaux ou que les maths? Les maths en première, là c'était, même si les savoirs fondamentaux c'est un dossier urgent en soi, mais
Mais là, c'était vraiment la question de comment on fait avec cette histoire des mathématiques en première générale. Ce qu'il nous a dit, c'était que le fait que les mathématiques reviennent en première générale, même si elles n'étaient pas pour tout le monde en fait dans l'ancien système, les L n'en faisaient pas forcément, ça c'était acté. Elles vont être en tronc commun, ça c'est acté. C'est efficient dès septembre ? En revanche, on ne sait pas encore quel est le calendrier, mais on devrait avoir plus d'informations cette semaine. Très bien. Vous allez revenir la semaine prochaine. Et la réforme du lycée professionnel. Parlons-en, parce que ça, on a beaucoup parlé effectivement de ce rapprochement effectivement entre l'école et les entreprises, d'avoir des stages plus longs pour les élèves en lycée pro. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que le ministre en a parlé ou pas ? Alors, il y a très clairement dans les tiroirs une réforme du lycée professionnel. Ça, c'est très clair. Il faut quand même rappeler que la dernière réforme du lycée professionnel a eu lieu dans le quinquennat précédent avec Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire qu'on va réformer la réforme du lycée professionnel qui a fini de se mettre en place il y a 2 ans. Voilà, donc quand je vous disais que le rythme des réformes était de plus en plus accéléré... C'est bien ce qui m'inquiète. Après, nous on en a parlé avec Pape Ndiaye, de toute façon Pape Ndiaye arrive. Le lycée professionnel, c'est un domaine très technique, très compliqué, il y a 70 bacs pro quand même, ouais. Donc c'est un domaine dans lequel il nous a dit lui-même qu'il allait devoir se plonger. Son directeur de cabinet... Alors, on est pour, on est contre, on l'aime pas, nous, c'est pas la question. En tout cas, c'est un connaisseur de la voie professionnelle, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur... Et dans la continuité de Jean-Michel Blanquer. Ah oui, parce qu'il a travaillé déjà sur la réforme précédente de la voie professionnelle, il était directeur général de l'enseignement scolaire à ce moment-là, donc c'est lui qui tenait un peu les manettes. Donc, nous, on attend de voir. Nous, ce que l'on craint, en fait, sur la voie professionnelle, c'est toujours cette idée d'afficher l'apprentissage comme étant la solution miracle. Alors, ça ne veut pas dire que l'apprentissage, c'est pas bien, mais ça veut dire que l'apprentissage, quand ça ne marche pas, mais souvent, chez les mineurs, il y a quand même beaucoup de cas où ça ne marche pas. Ça marche beaucoup mieux post-bac, l'apprentissage. Eh bien, les enfants, les élèves, les apprentis dont les contrats sont rompus, il faut bien les mettre quelque part. On les met où ? Dans le lycée pro, on les remet dans les classes scolaires du lycée pro. Et en gros, les professeurs de lycée professionnel doivent se débrouiller avec beaucoup de difficultés à gérer cette multiplicité de publics qui changent parfois d'une semaine à l'autre, avec des dates de stage entre les apprentis et les élèves de lycée pro qui ne sont pas les mêmes, des heures qui ne sont pas les mêmes. C'est très très compliqué à gérer le lycée pro. Donc nous, ce que l'on craint, c'est effectivement une volonté, j'allais dire, de faire encore plus de mal au lycée professionnel qui est déjà dans un état très très difficile. On sait derrière qu'il y a une idée de toute façon très claire, c'est que les régions ont envie de mettre la main sur les lycées professionnels. Ça, n'en font pas un secret non plus. Et ça, pour nous, c'est aussi un danger parce que ça rend au lycée professionnel un caractère beaucoup moins national et ça risque de virer sur ce qu'on appelle de l'adéquationnisme. C'est-à-dire que finalement, le lycée pro, il est là pour que les élèves trouvent un emploi dans les boîtes qui sont dans la région, qui va faire la promotion des boîtes qui sont dans la région. Et ce sont des élèves... parce qu'il veut faire le tri sur certaines filières en plus. Parce qu'il dit qu'il y a certaines filières qui n'amènent pas finalement à l'emploi. Mais de toute façon, le lycée pro, au départ, quand il a été créé, c'était plutôt pour avoir un métier post-bac. Sauf qu'aujourd'hui, on a un phénomène d'inflation des diplômes, très clairement, et qu'aujourd'hui, avec le bac, sauf certains bacs, on n'a plus grand-chose, en fait, y compris dans les bacs pro, et que de plus en plus, les bacheliers professionnels sont poussés à poursuivre des études, notamment en BTS, où ils deviennent majoritaires dans la plupart des BTS aujourd'hui. Et effectivement, ça ne marche pas forcément le bac pro dans le sens où il n'y a pas d'emploi à niveau bac. Enfin, quand vous faites des bacs pro sur des questions administration, secrétariat, accueil, etc., les emplois ne sont pas forcément à niveau bac. Et on en reparlera justement du bac pro. Et puis alors, justement, vous devez vous revoir la semaine prochaine, discuter de ce qui va se passer finalement pour les maths et pour la suite. Donc on refera un point d'ici quelques semaines si vous voulez bien. Pas de souci. On vous attend sur ce plateau. Merci Jean-Rémy Girard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du SNAL, qui est le syndicat national de tous les personnels de l'éducation nationale. Merci d'avoir été là. Merci à vous. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. Chaque jour, je vous donne rendez-vous dans la quotidienne sur School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Je reçois un invité qui fait l'actualité pour parler ensemble d'éducation, sans langue de bois. À mes côtés, Amal Laoui sera présente avec 2 incontournables de l'émission.
Avec mon anti-sèche, je vous propose de relier l'actualité au programme scolaire et je déniche pour vous chaque jour, pour l'heure de la récré, une photo, une vidéo ou bien une phrase qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et puis, 5 rendez-vous hebdomadaires viennent ponctuer l'émission. On parle mode, culture, psychologie, apprentissage ou encore droit de l'éducation. Tous les jours, dans la quotidienne, on vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Mounir El-Housni. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant. Dans quel lycée? Alors, je suis enseignant au lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory. Voilà. Donc, je suis prof d'éco-gestion, option informatique. D'éco-gestion informatique, voilà. Et vous êtes entrepreneur. C'est ça. Puisque vous venez nous parler de Prime School, oui. Qui est une application destinée aux enseignants des écoles primaires qui souhaitent réaliser un livret scolaire numérique, mais aussi un bilan de compétences et faire un suivi pédagogique des élèves. Alors, je trouve ça assez génial, parce que souvent, on parle de bilan de compétences bien après le bac et bien après ses études supérieures, secondaires. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que finalement, on a besoin de savoir, c'est ça, à peu près au CM1, CM2, quel est le niveau des élèves? En fait, cette application Prime School, elle est dédiée aux élèves de primaire. Donc, ça peut commencer dès la petite section jusqu'au CM2. Mais voilà, c'est une application qui peut s'adapter à tout type d'école, voilà, tout type de classe. Donc, c'est vraiment très souple au niveau de la personnalisation. Ça fait combien de temps que vous l'avez créé? Alors, cette application, c'est un long chemin de croix. Ça fait à peu près 6-7 ans que j'ai commencé ce projet-là. Donc, c'était un projet de fin de cursus universitaire aux arts et métiers. C'est quelque chose auquel j'ai été habitué lorsque j'étais enseignant formateur en inspection de l'éducation nationale. Donc, rapidement, on m'a demandé de faire des outils. Et effectivement, j'ai complété j'ai mes connaissances avec un diplôme. Mais parce que vous vous êtes rendu compte finalement que les élèves qui arrivaient au collège ou au lycée n'avaient pas finalement ce qu'on appelle aujourd'hui, on en parle beaucoup, les savoirs fondamentaux. Oui. Alors en fait, il y a un besoin sur le marché, dans le secteur de l'éducation, qui est de mesurer. Voilà, la mesure, on a des évaluations diagnostiques au niveau des départements, au niveau des inspections, au niveau des écoles, au niveau des enseignants. Ils ont besoin de mesurer pour pouvoir évaluer le niveau d'acquisition des compétences pour leurs élèves. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir proposer tout un tas d'indicateurs qui leur permettent de pouvoir évaluer avec précision le besoin, le niveau d'acquisition des élèves, le besoin, les points d'amélioration, etc. Donc là, il y a tout un panel avec Prime School qui leur permet de savoir à un instant T où en sont leurs élèves, en fait. Alors, Prime School, moi je dis Prime School, parce que c'est l'anglais qui me... Mais Prime pour primaire, comment ça fonctionne concrètement? De quelle manière les enseignants réalisent-ils ce fameux suivi pédagogique? Alors, en fait, ils ont une application donc, à télécharger sur le site primeschool.com. Gratuite? Elle n'est pas gratuite, cette application, il y a 2 mois d'essai. Donc 2 mois d'essai à un prix minimum. Voilà, Mais c'est les enseignants qui doivent prendre en charge ou c'est l'école? Alors, ça peut être, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être très bien l'enseignant. Alors moi, j'ai des enseignants qui ont déjà acheté l'application. Ça peut être les écoles, ça peut être les mairies, ça peut être les corps d'inspection, les DS2N. Voilà, donc après, c'est libre. Mais voilà, le prix minimum, c'est pas excessif. Et puis surtout... Alors, dites-le, alors du coup, puisqu'on en parle, quel est le prix? C'est 16 €. Voilà, c'est 16 €. 16 € pour une application qu'on télécharge une fois. Donc, on paye une fois 16 €, puis après, c'est terminé? C'est ça, tout à fait. D'accord. Voilà, et alors, donc, une fois qu'on a on a téléchargé cette application, il se passe quoi? Alors, une fois qu'on a téléchargé cette application-là, donc on l'installe sur sa machine. Donc, ça peut être sous Windows, sous macOS ou bien sous Linux. Ils installent ça sur leur machine et puis ensuite, ils n'ont plus qu'à exécuter l'application et puis à renseigner dans un premier temps l'école, les informations relatives à l'école, relatives aux élèves, avec le nom, prénom, etc. Ils personnalisent un système de notation, tout un parcours de formation, puis ensuite ils commencent à évaluer leurs élèves. C'est-à-dire que concrètement, lorsqu'ils font passer une évaluation à leurs élèves, eh bien, les résultats des notes, ils les saisissent dans l'application. Et donc, à la fin d'une période d'évaluation, eh bien, ils vont 2 ou 3 codes de clic exporter et générer automatiquement un livret numérique de compétences. Mais alors, en quoi c'est différent du bulletin scolaire? Alors, en fait, la différence... c'est pas si différent que ça dans la fonctionnalité principale, à savoir évaluer les élèves, saisir les résultats des élèves. Par contre, il permet la deuxième fonctionnalité est une fonctionnalité statistique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir tout un panel d'indicateurs qui leur permettent de savoir où en sont leurs élèves.
à un instant T. Je vais vous donner un exemple précis. Par exemple, là en France, on est sur le modèle des évaluations par compétences. Oui. Et donc, on a des compétences, on a des champs de compétences et on a des domaines de compétences. Et donc, en fait, on sait précisément, par exemple, en grandeur et mesure, que la classe, elle est à tel niveau de compétence. On va y avoir une moyenne de 50% comparativement à d'autres domaines d'enseignement comme le français où ils sont peut-être un peu meilleurs. Et donc, ça permet tout simplement à l'enseignant de pouvoir se placer, de pouvoir se situer au niveau des apprentissages de ses élèves. D'accord. Et alors peut-être ça lui permet aussi d'améliorer finalement ou de se dire on est dans la bonne moyenne. C'est ça. On continue dans ce sens. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de savoir précisément où en sont leurs élèves. Alors voilà. Ils peuvent voir précisément où en sont leurs élèves donc en fait c'est vrai que je connais le dicton ce qui se mesure peut s'améliorer, donc sans mesure on est sur le domaine de la sensation, on ne sait pas vraiment où en sont chacun des élèves individuellement et puis au niveau de la classe. Et puis c'est vrai que souvent en tant qu'enseignant, c'est à l'issue de la remise des livrets scolaires auprès des parents que là on se dit ah tiens, finalement il est un petit peu faible dans tel domaine et puis finalement il n'est pas si mal que ça dans tel autre domaine. Et donc là avec Prime School, on va pouvoir voir précisément à un instant T, à chaque fois qu'on évalue avec un tableau de bord, quel est le niveau général de la classe dans tel domaine, telle compétence, et ainsi. Et donc de l'établissement aussi. Alors, du coup. Alors pour l'instant, l'application concerne que l'enseignant dans sa pratique de classe. Mais bon, peut-être dans un avenir proche, s'il y avait des besoins, on pourrait très bien améliorer tout ça. Alors en janvier dernier, Prime School a été habilitée par l'Éducation nationale et aujourd'hui, elle s'adapte même au programme scolaire en Belgique, c'est ça, en Suisse, au Québec? Voilà, c'est ça. Alors en fait, j'ai quelques utilisateurs, parce que c'est vrai que c'est très récent. Alors pour l'instant, on s'est focalisé sur le produit. Ouais. Je me focalise sur le produit, mais le côté marketing n'a pas encore été très développé. Mais effectivement, oui, on a passé un bon cap avec l'habilitation du ministère, là, avec le LSU. Donc, concrètement, les enseignants qui saisissent leurs évaluations, les résultats de leurs évaluations sur Prime School, ils n'ont pas besoin de refaire une double saisie depuis l'application ministérielle LSU. Voilà, donc ça fait quand même une économie assez importante. D'accord. Et est-ce que les parents ont accès à ces chiffres-là, à ces données? Alors, en fait, la particularité de cette application, c'est l'objectif, c'était de pérenniser une application, faire en sorte que l'enseignant qui achète cette application, il puisse l'utiliser ad vitam aeternam le temps qu'il souhaite. Alors, on n'est pas dans une application web avec un accès direct de la part des parents. On est plutôt sur une application desktop de bureau où l'enseignant, il télécharge l'application, il l'installe sur sa machine. Il n'y a aucune communication avec l'extérieur. Voilà, mais on peut imaginer une fonctionnalité où... Mais il peut l'utiliser justement avec les parents pour leur donner tout à fait, un état des lieux de l'enseignement qu'il dispense dans sa classe et du niveau de ses élèves. C'est ça, tout à fait, oui. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Mounir El Hosni d'être venu nous en parler. Prime School, pour primaire. Prime School, donc une application destinée aux enseignants des écoles primaires qui souhaitent réaliser un livret scolaire numérique, mais aussi un bilan de compétences et faire un suivi pédagogique de la classe et des élèves. Merci mille fois. Donc on la télécharge, c'est ça? C'est ça, primeschool.com. Voilà, primeschool.com, vous savez tout. Merci beaucoup d'être venu sur le Grand JT nous en parler. C'est l'heure de remonter le temps avec Loïc Landron qu'on reçoit tout de suite en plateau. Cher Loïc. Bonjour, bonjour à tous. Il nous a fait un bonjour de télé. Bonjour, comment ça va? Alors on va continuer là-dessus, on ne va pas couper. Cher Loïc, vous nous l'avez promis la semaine dernière, la voici, votre chronique sur l'histoire de l'éducation sexuelle à l'école. Tout un programme. C'est vrai. Et alors figurez-vous que j'ai été bien nu. Parce que moi je pensais qu'on allait se faire une petite chronique un peu fun, avec des petits sous-entendus, des petites blagues sous la ceinture. Je ne sais pas quoi vous parler. Et en fait, on va surtout parler de maladies vénériennes, de fidélité et de chasteté. Très bien, ça me va moi. Ça vous va quand même? Oui, chasteté, c'est bien. Alors, allons-y. Parce que c'est quand j'ai préparé cette chronique que j'ai vu combien l'éducation sexuelle à l'école était en fait une éducation antisexuelle. Mais d'abord, quand même une chose. Il faut savoir que depuis le 4 juillet 2001, il y a une loi qui impose l'information et l'éducation sexuelle dans les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances par an. Donc, vous faites le compte, ça fait 21 cours sur les 7 années qui vont de la 6e à la terminale. Sauf que, évidemment, ça n'est jamais mis en place, soit par idéologie, soit parce que les parents sont contre, soit parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas les moyens. Bref, on est très très en retard par rapport à nos voisins européens, mais il existe quelque chose. Et alors, avant
C'était aussi compliqué ou pas? Ça a toujours été compliqué de parler de ces choses-là, évidemment. Non, mais déjà, si on part du Moyen-Âge, au Moyen-Âge, c'était la Bible qui faisait foi et qui faisait loi. Donc, on n'apprenait pas aux jeunes hommes la sexualité. Ils lisaient la Bible. Dans la Bible, il y a un certain nombre d'épisodes qui parlent de ça. Et la plupart du temps, on leur disait juste... La sexualité, c'est mal, c'est fait que pour faire des bébés. En gros, donc, s'il vous plaît, vous contenez vos bas instincts et vous priez très fort. Ce sera quand même assez suffisant. Comme ça. Alors, à un moment donné, est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre les choses en main? Heureusement, il y a quelques initiatives. J'ai peur de cette phrase. J'ai peur de cette J'ai même pas pensé en faisant « Ouh là là !» Oui. Eh bien, il y a des gens qui prennent des choses en main, oui. Il y a quelques initiatives qui sont lancées au XVIIIe siècle, mais qui se heurtent immédiatement à la morale. Et il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que tout s'accélère, et notamment à cause de la syphilis. Voilà, c'est une maladie sexuellement transmissible qui se répand vraiment comme une traînée de poudre à ce moment-là et qui provoque vraiment des centaines de milliers de morts, des fausses couches, en plus de laisser des séquelles sur nous, les hommes, qui nous permettent plus d'avoir des enfants ensuite. Donc, comme on est dans une époque déjà où la démographie, c'est un petit peu compliqué, si on ne contient pas la syphilis, il va y avoir quand même de très très gros problèmes. Alors, est-ce qu'enfin on éduque à la sexualité à un moment ou à un autre? Non, toujours pas. Alors, au XXe siècle, il y a de plus en plus de médecins quand même qui produisent des petits livres, des petits fascicules, voilà, pour savoir un petit peu comment ça se passe. Mais c'est surtout à destination des parents et surtout pour limiter les maladies. Donc c'est de l'antisexualité. C'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure. On parle de chasteté, on parle de fidélité. Voilà. Il y a quand même certains pédagogues et médecins qui disent qu'il faut apprendre la sexualité à l'école, que c'est important d'informer. Sauf que voilà, la société est encore très très catholique et donc ça se heurte encore une fois à un mur. Surtout que les catholiques pensent que parler de sexe à l'école, ça va pervertir leurs enfants. Donc comme souvent, eh bien, le frein est d'ordre moral. Voilà, exactement. Et puis face à ces dissensions, l'idée d'une éducation sexuelle à l'école est complètement abandonnée et elle se résume finalement à quelques petites brochures explicatives et à quelques conférences dans des lycées. C'est tout. C'est tout, jusqu'en 1923. Et là, il y a une grande enquête qui est menée auprès des recteurs, des inspecteurs d'académie, des proviseurs, des directeurs, des médecins scolaires, des lycées, des aumôniers, bref. Et tous sont d'accord pour dire qu'il faut une éducation sexuelle à l'école. Et ils ont juste quelques doutes sur ceux qui vont la dispenser, cette éducation sexuelle, parce qu'il faut être un petit peu spécialiste néanmoins. Mais forte de ces résultats quand même, qui sont une vraie tendance, il y a une société qui s'appelle la Société de prophylaxie. Prophylaxie, c'est une structure en fait qui est fondée par des médecins et des scientifiques pour informer la population sur les maladies, tout simplement. Et donc elle demande, elle dit, regardez, il y a quelque chose qui se passe dans notre société, donc s'il vous plaît, monsieur le ministre de l'Instruction publique, faites quelque chose. Mais ça prend un temps fou. Oui, c'est les ministères, c'est l'administration, évidemment. La bonne dame. C'est ça. Non, mais il y a encore et toujours beaucoup d'opposition parce que dans les années 30, en attendant la mise en place de vrais cours, il y a de plus en plus de conférences. Mais les parents d'élèves n'en veulent pas. Ils pensent que ça pervertit leurs enfants, toujours, que ça banalise l'acte sexuel. Et puis, il y a même des associations de parents d'élèves qui se créent pour lutter contre l'éducation sexuelle à l'école. C'est complètement dingue. Donc le projet est encore une fois abandonné. On est dans les années 1930. Et donc la seule éducation collective qui voit le jour au lycée prend le nom de conférence de prophylaxie sanitaire et morale. Mais pour que ça ait lieu, le proviseur, il doit envoyer une petite lettre aux parents. S'il vous plaît, Madame Duchemol, est-ce que vous acceptez que votre fils, Monsieur Duchemol, puisse assister à cette conférence sur le sexe? Oui ou non? Et dans cette lettre, on met une petite brochure aussi pour dire ce qu'il va y avoir dans cette conférence. Donc vous imaginez comme c'est compliqué. Et là, vous dites le fils, effectivement, parce que j'imagine qu'il ne pensait même pas à la fille. Oui, alors effectivement, je n'ai pas parlé effectivement de la parité, mais les filles ont eu une instruction sexuelle beaucoup plus tardive parce qu'on pensait, oulala, que si on leur expliquait, elle deviendrait de mauvaise mère. Donc, alors, cette fameuse demande auprès des familles, évidemment, c'est non. C'est non, oui. On n'a pas de chiffres, mais c'est vrai que c'est assez marginal. Et donc, il y a encore quelques conférences, quelques tracts. C'est ça, l'éducation sexuelle, jusqu'en 1947. Et là, il y a un comité qui est créé pour étudier à nouveau de quelle manière on peut faire venir l'éducation sexuelle dans les écoles publiques, mais ça bouge toujours pas. 1973, ça se réveille un peu. C'était il n'y a pas longtemps, je vous signale. Vous n'étiez pas né, bien évidemment. Ça se réveille. C'est votre question, je sais pas. Le ministre de l'Éducation nationale de l'époque s'appelle Joseph Fontanet. Il instaure un enseignement obligatoire dès le collège sur la reproduction humaine.
la reproduction, comment qu'on fait des bébés. Mais c'est tout. Toujours pareil, en fait, le sexe sert à faire des enfants uniquement. Exactement, pas de plaisir, évidemment non. Mais du coup, il y a quand même une éducation sexuelle à côté, mais elle est facultative. Elle reste à la discrétion donc des proviseurs. Et puis viennent les années 80, le sida. Et encore une fois, l'école s'adapte, mais par la contrainte, finalement, à déployer une éducation sexuelle sur cette maladie, au port du préservatif, etc. Mais c'est encore une fois parce qu'il se passe quelque chose, pas par volonté. Et ça, c'est un petit peu embêtant. 98, et j'en termine bientôt, l'éducation sexuelle devient également obligatoire, mais elle représente 2 heures sur l'intégralité des cours des collégiens. 1998, 2 heures seulement sur la sexualité. 2001... Mais 2 heures, vous voulez dire quoi? C'est sur l'ensemble de l'année? Sur l'ensemble du cycle de collège. 2 heures. Sur la sexualité. 2 heures pour tout apprendre? Oui, à partir Comment de... Comment on fait? Bon, après, ils ont les papas, les mamans à qui ils peuvent poser des questions, mais effectivement, c'est un peu court. Il y a les dessins animés, il y a les bouquins. C'est ça. Et puis, à 98, Internet arrive. Doucement, mais il arrive. 2001, donc la fameuse loi dont je vous parlais tout à l'heure, que peu de chefs d'établissement respectent. Du coup, 2018, Marlène Schiappa, elle publie une circulaire pour dire « Ouh, les amis, il y a une loi qu'il faut respecter, donc s'il vous plaît, faites-le. » Et puis, elle précise un petit peu ce qu'il y a aussi dans ses enseignements. Et donc voilà où on en est aujourd'hui, en 2022. Eh bien, il n'y a toujours pas de cours au sens strict d'éducation sexuelle. Il y a des associations qui viennent dans les classes pour faire des interventions quelques fois par an, et encore, ça dépend. Et on parle enfin de sexualité, de consentement, évidemment, de tolérance, de contraception, mais on n'est pas vraiment sorti de l'auberge, encore. Non, c'est vrai. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a des associations qui viennent dans les écoles. Oui, et heureusement qu'elles sont là. Voilà, et puis des psys aussi d'école qui permettent la discussion, le débat sur ce sujet, et de pouvoir, pour les enfants, parler. Une petite blague? Alors, c'est pas une petite blague, mais c'est une pensée. Sur l'éducation sexuelle, ouais. Oui, c'est une pensée. Un truc soft? Non, parce que c'est surtout pour les jeunes gens qui nous regardent. Je leur dirais que le sexe, c'est comme les crêpes. La première fois, c'est souvent raté. Pensez à ça. Et c'est pas grave parce qu'après on peut faire quand même vachement mieux. Normalement. Ça c'est vous qui le dites, moi je sais pas. Ça va, c'était bien là. Non, c'était bien. C'était tout en sobriété. C'était soft. Oui, on peut imaginer que vous faites beaucoup mieux maintenant. En tout cas, je vous le souhaite. On demandera à ma femme. Merci Loïc Lantron. En tout cas, merci pour cette chronique. C'est très intéressant de pouvoir justement évoquer tous ces sujets à l'école. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenir d'écolier avec son invité de la semaine. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et cette semaine, avec nous, Guillaume Batz. Bonjour Guillaume. Salut Malika. Alors, vous êtes humoriste, vous avez fait la première partie de... Faut que forcément vous voyez. Comme vous voulez. Vous voulez qu'on se tutoie? Allez, on y va. Alors, tu es humoriste, tu as fait la première partie de beaucoup de tes confrères. Anthony Cavana, Jean-Marie Huygard, Jérémy Ferrari. Michael Gregorio. Et il y a ton seul en scène, Hors Cadre. Hors Cadre, que j'ai fini de jouer en fin 2019, juste avant le Covid, j'ai eu le pif, tu vois. Et le prochain spectacle est en préparation, il va commencer, la tournée reprendra, je pense, en janvier. En janvier, ok. Ouais. Mais aujourd'hui, si tu es là, c'est pour nous parler, dans Souvenir d'écolier, de Never Give Up. D'un événement précis, le 11 juin, au Palais des Congrès. Je participe parce qu'en plus de faire un spectacle d'humour, je fais une conférence aussi. Et dans le cadre de cette journée de Never Give Up qui a lieu le 11 juin au Palais des Congrès, je vais jouer ma conférence lors de cet événement. C'est quoi l'événement alors? C'est ce que je dis toujours. C'est une succession de conférences d'intervenants qui vont se succéder pendant la journée. Avec des parcours du hors Avec des parcours de... Par exemple, il y a Taï Chris, il y a Philippe Croison, qui a été amputé des 4 membres. Il y a Aristide Barrault, qui est un survivant de la soirée du Bataclan. De ne jamais lâcher, en fait, le message. Ouais, c'est ça, il faut jamais lâcher, quoi. Never give up. Comment on le traduit exactement? Je ne sais pas, je ne parle pas anglais, Malika. N'essaie pas de me piéger avec tes questions. Non, c'était sincère. Non, mais je sais pas, ouais, c'est ça. Déjà, les gars qui font ça, ils sont vachement achetés dans le développement personnel. Donc, je pense que c'est Never Give Up, ça doit être propre à ça, quoi. Et toi, tu es dans le développement personnel? Moi, j'essaie de me développer déjà moi. Alors, oui, c'est personnel, du coup. Oui, ouais. Donc là, en fait, toi, tu es conférencier. Là-bas, tu vas
Je vais faire un truc un peu différent de ce que je fais d'habitude. Moi, c'est vrai que la conférence et le one-man show, c'est un peu différent. Le one, le spectacle d'humour, tu peux raconter des choses de ta vie, mais tu les extrapoles toujours un peu, tu t'exagères pour faire marrer, tu rajoutes des détails qui n'existent pas forcément. Alors que la conférence, c'est un vrai récit personnel et intime et sincère, avec la volonté de délivrer des messages plus ou moins forts. Donc tout ça, c'est samedi 11 juin au Palais des Congrès de Paris. C'est ça. Maintenant, on arrête de se projeter dans le futur. On fait un petit flashback. Donc là, il y aura on y est. Un montage, on retourne en arrière. Du coup, quel genre d'élève étais-tu? Bavard. Bavard et... En tout cas, je sais que j'étais par mes profs, en tout cas, je sais que les profs m'appréciaient beaucoup, parce que j'étais, je pense, assez jovial, malgré tout, malgré ce que j'ai pu... Naissance à Reims? Naissance à Reims, en 87. Comme moi. Ouais, c'est vrai. Oui. Les meilleurs. Les meilleurs. On va se découvrir plein de points communs. J'en suis certaine. Et du coup, tu... Avril 87. Enfance, adolescence en Champagne-Ardenne? Et toi? Moi, je suis juillet. 14 juillet. 14, oh là là. donc toi, tu as l'impression que tous les ans, le défilé, c'est fait pour ton anniversaire. Toujours aussi naïf. Genre que le président, il fait balader les chars pour toi. Pour moi, toujours. C'est incroyable. Du coup, oui, je te disais, tu as grandi en Champagne-Ardenne? Alors, moi, moi, je suis né. Quand je suis né, j'avais un faux jumeau. Ouais. Qui, lui, n'a pas... Ça veut dire quoi, avoir un faux jumeau? C'est-à-dire qu'on n'est pas... Tu as les jumeaux monozygotes et dizygotes. C'est-à-dire que tu grandis ou pas dans la même poche. D'accord. Et en gros, quand tu es monozygote, c'est un vrai jumeau, entre guillemets, tu te ressembles vachement. Tu as beaucoup plus de trucs en commun. Et sinon, faux jumeau, c'est que vous n'êtes pas dans la même poche, donc vous n'avez pas forcément les mêmes caractères. Et moi, lui n'a pas cette maladie des autres airs que moi j'ai, donc du coup... Toi, tu es né avec cette maladie? Ouais. Qu'est-ce que c'est, cette maladie? C'est une fragilité des os, due à un problème, c'est une maladie génétique. Donc il y a différents stades en plus dans cette maladie, c'est-à-dire que différents degrés de fragilité, il y a des gens qui ont cette maladie. Et moi, j'ai eu la chance en grandissant de me solidifier, mais il y a des gens qui ont eu cette chance, qui n'ont pas eu cette chance, pardon, et qui ne peuvent même pas vivre debout, parce que le poids de leur corps debout, avec la gravité, peut leur casser des os, quoi. Il y a même des gens qui vivent allongés, parce que même assis, la gravité leur fait mal. Donc moi, j'ai de la chance, dans mon malheur, d'avoir réussi. Alors, je reste quand même plus fragile que la normale, de manière générale, mais beaucoup moins que quand j'avais 5, 10, 15 ans, quoi. À partir de quel âge tu t'as senti que tu étais plus fragile, que tu pouvais vivre normalement? C'est pas une question de je me sens plus solide ou pas, c'est une question de quand tu grandis, tu sais ce que tu peux faire et pas. Tu prends conscience de ce qu'il faut faire et pas faire. Quand t'es gamin, t'es casse-cou, t'as envie de jouer avec les copains, t'as envie de jouer à la bagarre, t'as envie de sauter, et donc là, forcément, tu te casses plus vite la gueule. Alors que quand tu grandis, de manière inconsciente, tu sais, t'évites les dangers, donc forcément, tu t'en fais moins des fractures. Mais bon, après, voilà, c'est... C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Guillaume Batz, pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, et à demain. Allez, tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Et il y a 2 ans, eh bien, Reid Hoffman, un autre entrepreneur assez connu, ils ont co-créé PayPal ensemble avec Peter Thiel, a expliqué, non seulement on a eu des messages à 280 caractères, il faisait une allusion au changement de messages de Twitter, mais surtout, on a de plus en plus de modèles de véhicules volants. Et il a raison, parce que lorsqu'on regarde les véhicules qui sortent, qui sont prêts à décoller, eh bien, il y en a plusieurs. Il y a notamment le modèle du Slovaque Klein Vision. Klein Vision qui, comme le modèle du chinois Xipeng ou encore Lilium, bien peut décoller à la verticale.
verticale, on appelle ça des VTOL. Ce sont des véhicules qui seront probablement des taxis dans un premier temps. Il y a également beaucoup d'innovations chez Joby Aviation. Là, on est un modèle américain qui est extrêmement silencieux, beaucoup plus silencieux qu'un hélicoptère. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il a noué un partenariat il y a très peu de temps avec SK Telecom, un opérateur coréen. L'idée, c'est dans des zones extrêmement denses, parce qu'en Corée du Sud, il y a quand même 40 millions de personnes qui vivent dans des milieux denses. Eh bien, c'est d'éviter les bouchons et à terme de pouvoir littéralement nous permettre de décoller pour aller d'un point à un autre. Ouais, ces lignes donc de mobilité qui s'intercalent à la verticale. Et on voit qu'il y a des notions d'ailleurs un peu inattendues de ces véhicules volants. Des véhicules volants, c'est bien, mais comment on fait pour réussir à les canaliser? Il faut bien un aéroport, il faut bien un lieu pour réussir à pouvoir les concentrer. Oui, c'est-à-dire qu'il y a énormément de défis techniques et réglementaires à relever. Et effectivement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est lorsqu'on va au cœur de l'Angleterre, tout près de Birmingham, on est dans les Midlands, la ville de Coventry a créé un centre de préfiguration d'un aéroport pour véhicules volants. Alors, il faut avoir un tout petit peu de patience parce qu'à partir de 2023, ça sera d'abord pour des drones qui vont livrer des marchandises et seulement à partir de 2025, eh bien, des rampes de lancement de 14 mètres de large qui devront permettre à ces véhicules volants de prendre leur envol. Ici également, c'est ce qu'on appelle un vertiport, c'est de décentraliser, enfin de permettre de desservir des zones ultra denses. Kaya Tevatazan, vous êtes, je le rappelle, délégué général chez les idéateurs. Expliquez-nous déjà l'origine de cette association, c'est ça, et de votre projet surtout. Oui, alors nous, en tout cas, l'association Les Idéateurs est née en 2005, sous un autre nom déjà. Donc, il s'appelait l'Association des jeunes entreprises d'Île-de-France. Donc en fait, ça a commencé comme ça en Île-de-France, puis porté par une volonté de permettre aux jeunes de concevoir et de mettre en place des entreprises miniatures. On s'est rattaché à la Fédération Entreprendre pour Apprendre France, justement pour devenir Entreprendre pour Apprendre Île-de-France. Donc là, vous êtes présent dans toute la France? On est présent sur toute la France. Voilà, exactement, sous le nom d'Entreprendre pour Apprendre. Nous, on est l'antenne qui représentait l'Île-de-France et c'est l'antenne Île-de-France qui devient Les Idéateurs, portée par la volonté en fait d'aller encore plus loin avec nos jeunes et poussée par cette volonté aussi de les accompagner en dehors de la création des mini-entreprises fictives, éphémères, et de les pousser justement dans la création d'entreprises pour qu'ils reprennent confiance en eux notamment, pour qu'ils puissent découvrir notamment les métiers de demain, les métiers d'avenir, et qu'ils puissent aussi avoir confiance en eux pour accueillir des compétences douces notamment. Alors des compétences douces, pardon, expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est que parce que je ne comprends pas trop le terme. En fait, c'est tout ce qui est confiance en soi notamment, tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est prise de parole en public. Oui. Il y a aussi le savoir-être, comment on se présente en entreprise, le savoir-faire. Les différents savoirs qu'on peut acquérir au fur et à mesure de l'acquisition en fait, de compétences. Et puis, il y a tout ce qui est aussi vaincre sa timidité, oser aller de l'avant. Alors, je vous entends, mais ça, il y a le théâtre, il y a plein d'autres activités. Pourquoi l'entrepreneuriat aide forcément, peut-être Erwan, vous pouvez aussi répondre à cette question. Pourquoi passer par l'entrepreneuriat pour acquérir forcément ces qualités? Alors les compétences douces, pour rebondir sur ce que vient de dire Kalia, c'est par opposition un peu aux compétences dures, les hard skills, les soft skills. Donc c'est des compétences qui ont trait effectivement un peu au développement personnel, mais c'est toutes les compétences relationnelles au sens large, communicationnelles, comment travailler en équipe, comment trouver une solution à un problème, comment surmonter des difficultés collectivement. C'est la créativité aussi, c'est la résilience face à un échec, des choses comme ça. Donc c'est vraiment complémentaire des compétences techniques ou des savoir-faire plus concrets et durs, entre guillemets. Voilà. Alors pourquoi l'entrepreneuriat ? Je dirais dans l'entrepreneuriat, il y a toujours un peu de théâtre aussi. Oui, c'est vrai. Il faut se vendre en tout cas et vendre son projet. Donc, exactement. Alors l'entrepreneuriat, disons que c'est un programme total quelque part. Parce que les jeunes, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, ils partent d'une idée, les idéateurs. Ensuite, il faut construire un projet autour de cette idée, parce qu'on peut avoir plein d'idées et des idées qui ne passent jamais à l'action. Donc ça devient un projet. Après, le projet, il peut très très bien présenter. S'il n'est pas mis en œuvre,
en fait, on ne sait pas ce que ça devient. Donc, comme vous le disiez, il faut que ce soit viable économiquement. Il faut pouvoir travailler en groupe, trouver des partenaires, comme l'ont montré nos jeunes entrepreneurs à l'écran tout à l'heure. Ouais, ils ont monté des partenariats. Sûr, oui. Voilà. Donc, il y a toute une dimension partenariale qui, dans le langage de l'entreprise aujourd'hui, on va parler de démarche commerciale. Et là aussi, il y a différentes techniques. Ça peut aussi s'apparenter à des techniques d'expression orale, de communication, comme on peut trouver dans le théâtre. Le théâtre, on peut l'injecter aussi, nous, comme atelier complémentaire. Et on va se tourner vers les écoliers qui sont avec nous donc, par Skype. Salut les filles, comment ça va? Très bien, et vous? Bonjour. Super, ça va super. Vous avez quel âge, dites-moi? Alors, nous sommes écoliers. Nous avons entre 14 et 15 ans. Ouais. Et notre but, c'est de créer justement des bijoux avec des capsules de canettes recyclées. Super. Alors, attendez. Oui, vous avez la structure, c'est ça qui est rouge. Et là, ça, c'est quoi comme matière? Alors, on a des capsules qui sont en acier et le reste, c'est du ruban rouge en fait, et une chaîne. Mais alors, d'où vous est venue cette idée? C'est incroyable. Alors, c'est moi qui ai trouvé l'idée. Enfin, on a un peu tous contribué. À la base, on voulait faire quelque chose vraiment de manuel. Donc, on avait le choix entre la création, la customisation et le recyclage. Et on s'est dit, pourquoi pas tout fusionner pour avoir quelque chose qui soit esthétique, mais aussi fait à partir de matériaux recyclés. Donc on a des... Avec en ligne de mire, j'imagine, la question écologique qui doit vous intéresser amplement. Voilà, c'est ça. D'accord. Et comment ça s'est passé avec les idéateurs? Expliquez-nous la genèse un peu de votre projet avec cette association, alors qui vous a aidé, j'imagine. On a fait que du brainstorming. On a rassemblé toutes nos idées et on a fait par élimination. Et les deux seuls qui nous ont restés, c'était la customisation et l'écologie. Du coup, on a fait une étude de marché. On s'est divisé en deux groupes. Et le projet qui a primé, c'est l'écologie, donc les capsules de canettes. Toutes les attitudes humaines sont quelque part sublimées. Les méchants sont encore plus méchants, les gentils encore plus gentils. Il y a un peu de ça. C'est caricature, puis... mais... Non, il y a un peu de ça. Et puis, c'est une grosse épreuve, quoi. Alors, bien entendu, si j'avais raconté l'histoire d'une institutrice du centre Bretagne, un petit village de Bretagne qui fait son boulot sans la guerre, normalement... Ouais. Bon, mais là, je la plonge dans pas mal d'épreuves. Oui. La morale du jour, ça c'est aussi assez amusant. Elle occupe une grande place dans le bouquin. Elle donne d'ailleurs le titre du... c'est le sous-titre. Oui. Voilà, de la première partie, « Ne fais pas à autrui, point de suspension ». Mais on voit l'institutrice Marie-Noël qui écrit cette phrase au tableau. Oui, c'est je crois que c'était pratiqué à l'époque. Ouais, tout à fait. Il y avait la morale du jour. Et j'ai choisi d'en faire une moralisatrice. Ce que je ne sais pas si ça se sent quand on lit la BD, mais ce que moi personnellement je n'approuve pas vraiment en fait, pour une raison simple. J'approuve cette morale, je la trouve formidable cette morale. Elle en a plein qui sont formidables d'ailleurs, toutes ces morales. Quand elle dit les mers calmes, les océans calmes ne font pas les bons marins, j'approuve à 100%. On peut passer une très très belle morale, ou un très beau dicton, les mers calmes ne font pas les bons marins. Le problème, c'est qu'à mon avis, quand on fait la morale, on n'apprend pas la morale aux autres, le contenu de la morale à l'autre, on lui apprend juste à faire la morale. En 2019, la classe de CM2 de l'école primaire Les Rousses a mené un travail de recherche historique sur la Première Guerre mondiale. Ils étaient accompagnés par Gaëlle Charcosset, historienne, leur mentor. Et ça consistait en quoi, concrètement? Alors, ce sont les enfants qui ont décidé du thème. Ils ont réfléchi à travailler sur un projet sur la Première Guerre mondiale et une élève de la classe a apporté des lettres que son arrière-grand-père envoyait à sa famille lors de cette guerre. Une du 11 novembre 1918, mais aussi de nombreuses autres. Et ces missives sont vraiment devenues le prétexte pour suivre l'histoire de Léon le Poilu, donc l'arrière-grand-père de la petite fille, et analyser le contexte historique et le comprendre. Ils ont tombé sur un trésor, c'est une mine d'or, ça, pour appréhender ce que vivaient les poilus dans les tranchées. Oui, tout à fait, surtout qu'il y avait vraiment beaucoup de lettres, et c'est devenu très concret, très palpable, et donc la classe a décidé de créer le compte Twitter de Léon le Poilu à partir de ces lettres. On voit son compte à l'écran, et à travers le fil de tweets, on suit les avancées et le quotidien d'un poilu dans les tranchées.
Par exemple, le départ de Léon. Besançon, 3 mars 1916. Le départ pour Val-d'Aon est fixé le 1er mai. Le travail devient plus dur et la nourriture moins bonne. Je suis allée 2 fois au tir. J'ai eu très bien, c'est pas bien difficile. Donc, autre exemple, un petit peu plus tard. Des mots d'enfants. Ouais. 3, 29 septembre 1916. Entre Dijon et Troyes, nos sous-officiers se sont battus contre des chasseurs. Un des sergents avait la figure en sang. Je vous embrasse tous. Donc les élèves sur ce tweet ont aussi mis une carte afin de montrer le déplacement de Léon, donc entre Val-d'Aon et Troyes. Dijon et Troyes, pardon. Voilà. Pourquoi créer un compte Twitter quels sont les effets en fait, pédagogiques de cette initiative? Eh bien, les lettres de Léon, comme un journal, sont résumées en quelques mots sur Twitter. Donc, ça requiert vraiment une analyse et une lecture, une analyse fine des lettres manuscrites pour pouvoir synthétiser l'information en 140 caractères. Les CM2 ont aussi appris à croiser les sources et à vérifier les informations. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Vous retrouverez Mickaël Dorian demain à la présentation, ainsi qu'après-demain. Moi, je vous retrouve jeudi avec joie. Loïc, vous revenez lundi prochain? Lundi prochain, avec grand plaisir. Oh là là, ce sera quoi le sujet? Vous savez déjà ou pas? Non, je ne sais pas du tout. Je vais innover. Je vais faire un truc que je n'ai jamais fait. Oula. Pour vous une danse plaire. Une danse, pourquoi pas? Un chant, oui, quelque chose comme ça. Tout ça en rapport avec l'histoire. Évidemment, et avec l'histoire de l'éducation. Mais un chant chiche. La semaine prochaine, je chante. Chiche. Oui. Un petit clin d'œil avec une chanteuse aussi qu'on adore. C'est notre rédac chef, c'est Emma Guessel qui fête son anniversaire aujourd'hui. On l'embrasse. Pour nous retrouver, canal 247 sur les Freebox et évidemment schooltv.com. Merci à toute l'équipe de School TV, à Mani Bezek-Chalari, à Agathe Delannoy, aussi à la rédaction, et puis à Colline Hamel au make-up. J'oublie qui, je ne sais plus, mais enfin j'embrasse tout le monde et je remercie. Merci.